La pulpite irréversible, on la connaît par cœur. Douleur spontanée, exacerbée par le chaud ou le froid, la pire des douleurs que l'on puisse connaître, paraît-il, après l'accouchement. Mais en quoi cette inflammation peut être irréversible? Ou plutôt, comment une inflammation peut être réversible? C'est de ce sujet assez sémantique, mais intéressant pour notre exercice, que je vous propose d'aborder pour cette nouvelle réponse d'expert d'Endo Academy. Depuis notre première formation en endodontie, on apprend qu'il y a 4 types de pathologies pulpaires. L'hyperémie, la pulpite réversible, la pulpite irréversible et la nécrose pulpaire. Cette classification est pratique car elle permet de donner des repères au clinicien et elle l'aider dans sa conduite opératoire. Pourtant, seule la nécrose est une pathologie clairement identifiée. Tout d'abord, l'hyperémie est un processus anatomopathologique et en aucun cas un diagnostic. Littéralement, le terme hyperémie renvoie à une augmentation de la pression sanguine de façon localisée. Cette hypervascularisation peut être d'origine inflammatoire ou non. Le fait par exemple de tailler une dent vivante avec un spray insuffisant provoque cette hyperémie. Hyperémie qui conduira très probablement à une hyperalgie, à savoir l'apparition d'une douleur. Ainsi, poser le diagnostic d'hyperalgie n'a pas de sens. L'inflammation est dénommée par le suffixe ite, ite, précédé du tissu concerné. En l'occurrence ici la pulpe et c'est pour cela que l'on parle de pulpite. Le processus inflammatoire est très complexe et dorénavant assez bien connu sur le plan biologique et anatomopathologique. On sait que c'est un processus progressif, protecteur du tissu contre une agression et qui a pour conséquence la destruction de l'organe concerné qui évolue, en l'absence de prise en charge, vers sa destruction, à savoir la nécrose. Cette inflammation est un processus transitoire qui n'a pas pour vocation à rester installé, sauf pour les lésions chroniques dans lesquelles l'évolution se fait vers une phase plus cellulaire et non exudative. L'absence de surpression les rend presque indolores. La parodontite apicale chronique, par exemple, en est une parfaite illustration. La notion de réversibilité est cliniquement associée à une symptomatologie clinique. Pourtant, la composante biologique du processus est directement associée à cette notion de réversibilité. Cliniquement, on a l'habitude de considérer que la pulpite réversible autorise la conservation du tissu par une thérapeutique appropriée, alors que la pulpite irréversible contre-indique cette possibilité, conduisant à la surpression du tissu par un traitement canalaire. N'oublions pas que l'inflammation est un processus progressif. À partir d'un certain temps, directement lié à la puissance de l'agression, celui-ci ne peut plus se défendre et la nécrose est inévitable. Et du statut de réversible, moment où l'on pouvait arrêter le processus par l'éradication de l'agent agresseur, il passe dans une phase où la cicatrisation n'est plus possible et donc un processus irréversible. Pourtant, les choses ne sont pas binaires. Si l'on regarde une coupe histologique d'une dent cariée, on remarque que sur une lésion micrométrique, les deux phases sont déjà en présence. Rappelons-nous le caractère progressif du processus. Alors qu'une épaisseur du tissu est déjà entrée dans une phase irréversible, l'épaisseur immédiatement au contact est quant à elle dans un processus inflammatoire. Si un traitement est mis en place à ce stade, il y a de fortes chances que la pulpe puisse encore se défendre et l'élimination de la partie superficielle permettra de traiter la phase immédiatement sous-jacente, capable, quant à elle, de cicatriser. Qu'en est-il de la clinique? Eh bien, cliniquement, comment fait-on pour séparer les deux phases? À ce jour, ce n'est pas techniquement possible d'identifier la phase inflammatoire d'une surface tissulaire. On parle bien ici du niveau pulpaire. Pourtant, c'est ce qui permettrait d'adapter nos traitements et de choisir une approche conservatrice plutôt que radicale. On comprend alors qu'une pulpite réversible ne l'est pas complètement et que les manifestations cliniques de la pulpite irréversible nous informent que le processus est profondément impliqué, mais ne veut pas non plus dire que toute la pulpe de la dent est concernée. En effet, les coupes histologiques confirment que sur des dents diagnostiquées en pulpite irréversible, la pulpe radiculaire, quant à elle, est très souvent indemne de toute trace d'inflammation. Alors en conclusion, alors que l'on pensait que les choses étaient devenues simples pour le diagnostic en endodontie, on se rend compte que finalement, rien n'est binaire. L'approche réductrice qui consiste à considérer qu'un diagnostic correspond à un traitement tend à s'estomper et l'endodontie moderne flirte de plus en plus avec les états limites, termes qui jusqu'à maintenant étaient plutôt réservés aux psychanalystes. À très bientôt.